Les dirigeants du G7 sont donc réunis en Allemagne. La question, c'est de savoir s'ils peuvent vraiment faire reculer Vladimir Poutine en Ukraine et pourquoi les Occidentaux semblent-ils toujours avoir un coup de retard sur la Russie. Décryptage avec nos invités. Bertrand Badi, bonsoir. Bienvenue, spécialiste des relations internationales et professeur émérite à Sciences Po Paris. Avec nous également Alexandre Melnik. Bonsoir et bienvenue à vous également. Vous êtes professeur de géopolitique à l'ICN Business School. Avant de vous entendre, chers messieurs, j'aimerais revenir sur une scène qui peut paraître anecdotique, anodine et qui en dit sans doute beaucoup plus. Les dirigeants du G7 qui ont tourné en dérision le président russe et son habitude de cultiver son image d'homme viril, une scène que nous raconte Dimitri Porte. La scène serait cocasse s'il ne s'agissait pas d'une guerre, ni de celui qui l'a déclarée. Tous les dirigeants du G7 prennent la pose face aux photographes. Lorsque le très affable Boris Johnson, hilar, s'offre une boutade en forme de question. L'humour en diplomatie est rarement improvisé, la moquerie encore moins. Sauf cette fois-ci, semble-t-il. Une chose est sûre, les dirigeants du G7 faisaient référence à cette photo du président russe il y a quelques années, torse nu sur un cheval. L'image d'un chef d'État combatif. Pas certain que cette blague ne soit considérée au Kremlin comme virile et correcte. Voilà. Alexandre Melnik, vous qui avez été diplomate sous Gorbatchev pendant l'Union soviétique, que vous inspire cette séquence ? C'est vrai qu'au premier abord, cette scène peut paraître complètement anecdotique et presque puérile, mais elle ne l'est pas. Parce que je dirais que c'est une réaction presque subliminale, freudienne d'une certaine façon, qui reflète la faiblesse de la civilisation occidentale, dans un sens large du terme, face à cette force montante des autocraties dans le monde à travers la planète, y compris, en premier lieu, sans doute, la Russie. Parce que Poutine, lui, il montre sa force, alors que les Occidentaux, eux, sont devenus faibles, parce qu'ils ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent. Donc, ils vivent sur le nez sur le guidon des prochaines échéances électorales, alors que Poutine, lui, peut dégager une visibilité de l'avenir de son pays parce qu'il ne dépend pas d'opinion publique, il n'a pas de contre-pouvoir. Donc, c'est-à-dire, c'est une tentative subliminale, je répète ce mot, de compenser cette faiblesse de la civilisation occidentale qui est complètement déboussolée aujourd'hui face aux enjeux du monde du XXIe siècle. Bertrand Badi, vous êtes d'accord ? Oui, moi j'avais en tête cette formule célèbre qui se rapportait au congrès de Vienne 1815, le congrès s'amuse. Derrière cette phrase devenue presque proverbiale, devenue un aphorisme, il y a quelque chose d'extrêmement significatif. Vous savez, le G7, c'est un peu le prolongement du concert européen, c'est-à-dire ce sont des lieux de connivence, ce ne sont pas des lieux de décision. Et la connivence, elle s'exprime par cette symbolique, et là je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, et on a l'impression que face à un drame, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que derrière tout cela, il y a des hommes et des femmes qui meurent, il y a des bâtiments qui sont détruits, il y a l'horreur, et on sent bien l'extraordinaire difficulté de la diplomatie traditionnelle de se positionner. Il n'y a pas que la désinvolture non plus, il y a des décisions qui sont discutées, notamment. On décide très peu de choses, vous savez. Le G7 n'est pas et n'a jamais été un lieu de décision. Il a été créé en 1975, ça fait donc déjà un moment. Il n'y a pas une décision depuis 1975 qui soit sortie du G7. Ça ne veut pas dire qu'il ne sert à rien, ça veut dire qu'il sert à se concerter, à s'informer, à échanger des idées, à échanger des scénarios. D'ailleurs, Vladimir Poutine y était il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire il faut remonter aux sources de cette organisation qui était créée, comme vous l'avez dit, à l'initiative d'ailleurs de Giscard d'Estaing en 1975 et qui réunissait dans un autre monde, qui était un monde bipolaire à l'époque. C'était le monde partagé en deux, entre le communisme et le capitalisme. Qui réunissait 7 pays du monde libre, qui avaient à l'époque à peu près 70% du PIB mondial. Du monde.
Voilà, d'autant plus que... Aujourd'hui, c'est 40%. Voilà, donc le monde a totalement changé. Et il y avait les BRICS, donc finalement, ils vont vous faire démentir. Aujourd'hui, il y avait les BRICS, il y a le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud. Non, il y a une ils sont là comme invités. Ah oui. Ils sont invités. Vous avez vu la table tout à l'heure, ils ne participent pas à la décision et à la délibération. Les Occidentaux n'ignorent pas cette multipolarité. C'est-à-dire à la charnière du XXe et XXIe siècle, le monde a changé de ce que j'appelle de paradigme civilisationnel. Ouais. C'est-à-dire nous vivons aujourd'hui sans doute l'un des plus grands changements de monde depuis le début de l'humanité, où les Occidentaux, la civilisation occidentale, a perdu ce que j'appelle le monopole de l'histoire, c'est-à-dire l'exclusivité du pouvoir, que ce soit le pouvoir économique, que ce soit le pouvoir politique, que ce soit le pouvoir du point de vue de l'attractivité de l'exemple Vladimir spécifique. Poutine a raison alors, son logiciel est le bon. Non, ça ne justifie pas les atrocités de la guerre, mais il s'est insinué, il s'est infiltré dans ces interstices de la faiblesse de l'Occident qui ne gouverne plus le monde, et ce depuis la première fois depuis la Renaissance. C'est pour ça que je dis que c'est un énorme changement de plaque tectonique de l'histoire, parce que depuis la Renaissance du XVe siècle, les Occidentaux ne possèdent plus l'exclusivité du pouvoir. Et les BRICS que vous avez cités, d'ailleurs l'abréviation BRICS a été créée par Jim O'Neill en 2000. BRICS, on a traduit souvent pays émergents, mais en fait Jim O'Neill, le fondateur de cette abréviation, n'a jamais dit pays émergents. Il disait le nouveau potentiel leadership du monde. Alors Bertrand Badi, le pôle d'excellence du XXIe siècle, qui possède aujourd'hui à peu près 40% du PIB, et la part des BRICS ne cesse de monter. Sur cette question, Bertrand Badi, est-ce que les Occidentaux, comme je le disais quelque peu en introduction, ont un train de retard par rapport à Vladimir Poutine, à la manière dont il raisonne, et dont peut-être, nous dit aujourd'hui Alexandre Melnik, qui a compris qu'il y avait cette faille en Occident? Poutine lui-même, il ne faut quand même pas l'oublier, a beaucoup de trains de retard. La guerre qu'il mène est une guerre fondamentalement réactionnaire. C'est comme on le faisait d'antan, une guerre de conquête et une guerre qui prétend que les instruments de puissance, les instruments militaires peuvent tout régler. Or là, Poutine a déjà perdu. Réactionnaire ou visionnaire avec un nouveau paradigme aujourd'hui visionnaire dans le rétroviseur. Je veux dire qu'on voit bien que Poutine a été piégé par la complexité du monde. D'abord parce qu'il a trouvé face à lui une société. Un dictateur ne sait pas ce que c'est qu'une société. Il n'y a que les armes et la force qui comptent. Or, ce qui a sauvé l'Ukraine, en tous les cas dans cette première séquence, c'est cette résistance sociale. Et puis, il est en train de découvrir une deuxième chose, mais une deuxième chose qui va peut-être, hélas, piéger tout le monde, qui est cette nature systémique du conflit. C'est-à-dire qu'en allant au-delà du jeu militaire traditionnel, en engageant les ressources économiques, les ressources énergétiques, les ressources sociales, les ressources culturelles, bref, en cherchant à exclure la Russie de la mondialisation, on exerce sur lui une pression redoutable. Vous savez qu'on dit maintenant que la Russie est en cessation de paiement, ce qui est grave. Ce qu'elle dément. Oui, d'accord, mais la question est déjà posée. Est-ce qu'on peut la croire sur parole? Et d'autre part, cette pression systémique qui est en train d'engloutir tous les pays du monde, y compris ceux au sud, dans le bloc afro-asiatique, qui n'avaient rien à voir avec ce justement, le bloc conflit. afro-asiatique, ce qu'on veut comprendre aussi avec vous, Alexandre Melnik et Bertrand Badi, Vladimir Poutine, sur l'échiquier mondial, il est isolé ou pas? Qui est en train d'emporter la bataille, peut-être pas, non pas des idées, mais en tous les cas du monde qui se dessine? On sait qu'en Afrique, en Asie, tout le monde n'est pas non plus 100% Chinois, contre la Russie. Les Turcs, et vous avez bien dit avec un certain nombre, et d'ailleurs peut-être la majorité des pays africains, ils se positionnent comme le champion donc, de ce nouveau monde du XXIe siècle, qui n'est pas, comme je disais tout à l'heure, un monde occidental. C'est parfois pas d'être avec la Russie, mais pour dénoncer l'hégémonie américaine et les invasions passées, notamment en Irak. Ce monde et ce nouveau pôle d'excellence repose dans une large mesure sur l'anti-américanisme viscéral, c'est-à-dire la haine des États-Unis et la haine aussi des valeurs fondamentales de l'Occident, parmi lesquelles il y a la démocratie, parmi lesquelles il y a les droits de l'homme, la dignité humaine et l'état de droit, etc. Donc, et pourquoi, justement, je disais tout à l'heure, le monde occidental avait perdu le monopole de l'histoire dans le XXIe siècle, pour aller très vite à l'essentiel? Parce que nous, on a oublié, les Occidentaux, le sens tragique de l'histoire. On s'est installé dans les zones de confort, comme s'il n'y avait pas de guerre.
pour construire un monde postmoderne, alors que le tragique de l'histoire est de retour. Et la deuxième raison, c'est qui nous ramène à la quintessence de la civilisation occidentale, c'est-à-dire la démocratie. La démocratie, c'est un système de contre-pouvoir, c'est un système de débat contradictoire. Par définition, par essence, la démocratie est lente. Alors que nous vivons aujourd'hui dans un monde interconnecté, régi par le clic, dans un monde instantané, où les dictateurs ou les autocrates peuvent prendre toutes les décisions. Tout ça, comme ça, tout de suite, immédiatement, sans aucun débat contradictoire. Alors que nous sommes empêtrés justement dans ces particularités du système démocratique. Et messieurs, j'avais aussi une question à vous poser, peut-être pour vous. Bertrand Badi, Vladimir Poutine dit depuis plusieurs semaines maintenant, notamment aux Européens, vous allez souffrir des sanctions que vous nous imposez. Elles vont revenir comme un effet boomerang. C'est vrai que les Américains souffrent beaucoup moins de la crise que les Européens eux-mêmes. Les Européens sont-ils en train de tomber dans un piège, ou alors il faut payer le prix de la défense de l'Ukraine qui est au port de l'Europe et qui est désormais officiellement candidate à une adhésion? C'est ce que j'appelle la guerre systémique, qui est tout à fait différente de la guerre mondiale. C'est-à-dire une guerre qui entraîne non seulement tout le monde, tous les pays du monde, y compris ceux qui sont extérieurs à ce conflit, mais tous les secteurs avec une économie de guerre du monde. Et la grande question, c'est d'une part, qui est prêt à supporter ces effets systémiques? Vous dites que les États-Unis en souffrent moins, c'est vrai, mais dans un premier temps. Ouais. Si on va vers une crise profonde de l'économie mondiale, ce qui est probable, alors à ce moment-là, personne ne sera épargné. Et donc, on s'aperçoit que ce qui était au départ la nouvelle arme de dissuasion, c'est-à-dire je vous exclus de la mondialisation, devient une arme un peu comme l'arme nucléaire qui se retourne contre celui qui l'utilise. Et c'est la raison pour laquelle il faut regarder ces effets systémiques et constater que les pays du Sud qui en sont conscients sont en position proactive face à cela. Et peut-être ce sont les nouveaux médiateurs dans cette forme nouvelle de conflictualité. Il s'agit de la Chine, il s'agit des émergents, il s'agit de l'Afrique. Eh bien, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup pour vos éclairages, Bertrand Badi et Alexandre Melnik. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de 64 minutes.